Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler ici de la manière de faire un jeu 2D en C. Alors tout d'abord, je ne vais pas faire de la pub pour ma chaîne, mais sachez qu'avant peut-être d'aborder la vidéo qui est ici, il est peut-être intéressant de revoir les vidéos précédentes parce qu'elles vont présenter en fait tous les aspects théoriques, en particulier les aspects du langage C et de la bibliothèque SDL que l'on va utiliser ici pour réaliser un jeu en 2 dimensions, donc un petit jeu de plateforme. Donc je vais vous présenter brièvement. Alors cette vidéo va se présenter un tout petit peu différemment des autres vidéos, parce qu'ici je ne vais pas lire de manière systématique des slides, mais je vais plutôt vous présenter un sommaire. Et je vais plutôt travailler directement sur le projet sans fondamentalement passer par des slides systématiquement. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée ici. Donc le sommaire, les premières étapes, c'est expliquer qu'il faut avoir quelque part un projet, parler du projet qu'on va faire, comment utiliser de manière très basique la SDL, parler aussi, c'est assez important, de la machine à état qui va constituer le jeu, comment initialiser les composants, et ensuite un exercice peut-être bête, mais qui consiste à afficher du texte. On a déjà vu dans une première vidéo, donc la vidéo 3 je pense, consacrée à l'algorithmique, qu'il était facile d'afficher un texte en mode terminal. Ici on va voir la manière d'afficher un texte en mode graphique, ce qui est un petit peu un peu plus compliqué. On va parler des updates, ou en gros du rendering ou de la présentation. On va parler de la boucle du jeu. Et on donnerait quelques mots sur les graphismes et notamment les mosaïques, qu'on appelle parfois les tiles ou les twills en anglais, et voir comment on peut utiliser ces mosaïques pour créer les niveaux d'un jeu. Et ensuite on verra comment updater l'écran pour pouvoir établir quelque part les prémices du jeu, et on s'arrêtera là pour la première vidéo d'introduction. Elle sera suivie par une autre vidéo où on parlera plutôt là, à ce moment-là des sprites, du mouvement et des bases de la modélisation, et surtout de la mécanique des jeux, la mécanique mise en place dans les jeux pour la modélisation et pour donner un peu de sens au jeu, mais ça ne sera pas dans cette vidéo. Alors premier point, donc comme je l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, se lancer dans la programmation, et ce même la programmation d'un jeu, avant toute chose, il faut s'assurer d'avoir un projet. Démarrer sans projet, c'est assez compliqué parce que alors on suit des tutos et puis on fait un peu n'importe quoi. Ici, il faut concrétiser un projet. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, vous choisissez un peu ce que vous avez envie de faire. Et ici, moi, j'ai choisi un projet qui est quelque part la reconversion d'un très vieux jeu vidéo qui s'appelait Monkey Academy. Et c'est un très très vieux jeu vidéo qui date de 1984, donc vous voyez, je crois qu'on est bien avant Papy Grenier, le joueur du grenier n'a probablement jamais joué avec. Et c'est très sympa parce que quelque part, bon, surtout moi j'ai des enfants qui sont encore à l'école primaire, et c'est l'occasion de s'amuser un peu avec eux, de refaire un peu de calcul avec eux, et en même temps d'apprendre un peu en s'amusant. Donc ici l'idée c'est de faire un petit remake de ce jeu, donc que j'ai appelé CEP juste pour le fun, qui s'appelle Certificat d'études primates. Pour reprendre un peu le concept du jeu. Alors ce jeu, je vais le présenter rapidement. Donc c'est un très vieux jeu qui date de 1984, qui a été d'abord développé sur les vieilles consoles ColecoVision et qui a été repris ensuite sur MSX. Bon, on ne verra pas pourquoi, parce que le MSX et la ColecoVision partageaient plus ou moins la même architecture et surtout le même vidéo display processor en 256 pixels x 192,
Et c'est pas des blagues, hein. Aujourd'hui on a les 4K, à la 4K, à l'époque on était à du 640 par 480, c'était très bien payé. Et sur MSX on était à du 256 par 192, donc c'était encore pire. Et donc le concept est très simple, c'est un petit jeu de plateau, un petit jeu de plateforme, pardon, et en même temps un petit jeu de réflexion, de calcul mental. Donc l'idée est évidemment de résoudre le petit calcul qui est mis ici et de trouver l'élément manquant pour arriver à la réponse. Et donc on a des espèces de volets ici qu'on peut tirer en sautant dessus. Et une fois qu'on a trouvé le volet correspondant, et bien à ce moment-là, on appuie sur une touche pour sélectionner l'élément et on le rapporte en fait au petit singe qui se trouve au-dessus pour qu'il puisse compléter la réponse. Alors évidemment, ça ne se fait pas sans difficulté puisqu'on a des crabes qui vont essayer de nous attraper et de nous pourrir la vie pendant notre recherche. Alors un autre élément très amusant, c'est qu'on voit qu'il y a des fruits. Les fruits, on peut les attraper en sautant dessus et on peut les lancer par exemple sur le crabe pour essayer d'éliminer ses adversaires. Donc c'est des très vieux jeux, mais on voit que tous les concepts de base, hein, qu'on les retrouve dans Mario, étaient déjà présents à cette époque-là. Donc voilà, ici sans plus attendre, hein, passons à la partie qui nous intéresse. Et la partie qui nous intéresse, c'est l'utilisation de la SDL. Donc ici, comme je l'avais dit dernièrement, je ne vais pas trop m'embêter, puisque je vais utiliser un éditeur de texte, je ne vais pas dire hyper connu, mais enfin si assez connu, qui est le Visual Studio Code, et qui est quand même un peu plus pratique que le sempiternel VI, parfois très cher aux Linuxiens. Donc VI est très bien quand on fait de la configuration de serveur. Par contre, quand on fait du développement en C, c'est parfois un peu lourd quand même. Donc voilà pourquoi je préfère utiliser quelque part cette version. Alors les premières choses à faire, la première chose c'est d'installer la SDL. Alors bon, ici la SDL, a priori, elle est installée. Donc je vais pas devoir m'embêter trop à faire un apt install ou un sudo apt install lip sdl dev. Je crois que c'était celui-là d'ailleurs. Puisque elle est déjà, tout ça est déjà installé. Donc si vous utilisez Linux, il faudra les installer. Donc dans la vidéo précédente, j'avais donné quelques explications. Si vous utilisez Windows, je pense qu'il y a un package SDL qui existe tout fait et qu'on peut aller télécharger sur le site de la SDL. Après, si vous utilisez Windows, le plus simple, c'est peut-être d'utiliser Visual Studio 2017 ou 2019. Je dois vous avouer que j'ai plus trop suivi l'évolution de ce logiciel parce que simplement il mange énormément de place et ça se révèle quand même assez lourd à utiliser. Alors il est très bien quand on fait des développements ardus, etc. Par contre, quand on fait des petits développements comme ça, juste pour le fun, c'est un peu utiliser un canon pour tuer une mouche. Donc il y a d'autres possibilités en C. Vous pouvez utiliser Visual Studio Code sans problème, en Windows, pardon. Vous pouvez utiliser Visual Studio Code sans problème, mais vous pouvez aussi utiliser des petits compilateurs C beaucoup plus light que Visual Studio. Je pense qu'il y a le MinGW, il faut aller voir sur leur site, je mettrai des références, vous pouvez aller voir et télécharger, installer la SDL, et à ce moment-là, si tout fonctionne correctement, vous pourrez faire exactement les mêmes choses qu'on fait ici en Linux. Bon, moi ici je fais du Linux parce que j'ai l'habitude de développer en Linux, surtout que je suis plus javanais que C-sharpien, donc voilà. Donc la première chose à faire, le premier truc, c'est déjà de peut-être créer un premier fichier. Et ce fichier, on va déjà inclure, on l'a dit là, SDL2. Avant ça, on ne peut pas le sucer de son pouce. Hein, quand on installe cette fameuse SDL, on a dans le USR lib, le USR local, déjà les fichiers de développement de la SDL, donc c'est-à-dire les headers.
du C qui vont contenir les déclarations globales, mais aussi le prototypage des fonctions. Je vous renvoie aux vidéos précédentes qui vous expliquent comment travailler avec ce type de joyeuseté. Donc je vais inclure ceci, et évidemment je vais créer une première fonction qui est la fonction main du C. Et pour faire bonne mesure, je vais évidemment sauver mon petit programme. Alors je ne vais pas le sauver là, je vais le sauver dans un autre folder que je vais appeler ici par exemple certificat machin. Ok, create, et je l'appelle main.c. Alors si je fais save, maintenant on voit que Visual Studio Code a bien reconnu que c'est un code C, et donc il va commencer à me mettre un certain nombre de petites décorations pour me permettre de m'y retrouver. Alors, ensuite, ouais bon, le void main c'est peut-être pas super génial dans ce cas-ci, mais je pense qu'on peut le garder sans problème. C'est pas du tout dramatique. Alors la première chose que je vais faire ici, donc si j'avais parlé précédemment qu'il y avait toute une série de fonctions qu'il fallait utiliser dans la SDL pour pouvoir l'initialiser et la détruire. Donc ici ce que je vais faire, je vais simplement faire une fonction que je vais appeler create. Je vais faire un appel à cette fameuse fonction create. Et je vais dire que si ma fonction create me renvoie un résultat par exemple égal à 1, eh bien ça veut dire que la création s'est bien passée et que je peux travailler. Si par contre son résultat est 0, c'est que ça s'est mal passé, et je vais quand même appeler la fonction destroy dans tous les cas, parce que on ne sait jamais si des parties ont été initialisées et pas d'autres. Je préfère libérer toutes les ressources, même si ça peut risquer un problème. Donc une fois que c'est fait, je peux faire un exit 0 par exemple. Voilà. Donc on a, pour ceux qui ont fait de la programmation orientée objet, on reconnaît qu'on a tout de suite presque une notion de classe. Je ne discute pas ici, je ne vais pas travailler en orienté objet, je travaille en C. Pour les raisons mentionnées précédemment, j'ai pas envie, même si le C++ est plus adapté et peut donner des approches une approche très intéressante en termes de réutilisation et en termes de construction de framework, enfin de mini-framework, je préfère rester le plus clair possible. Donc ici on a une fonction qu'on va nommer int, et qui est la fameuse fonction create, elle ne prend pas de paramètres. Et dans cette fonction, je vais faire une série de choses. Alors la première chose que je vais devoir faire, c'est initialiser ma SDL en tant que telle. Mais il faut savoir que l'initialisation de la SDL retourne un résultat. Donc je vais devoir quand même checker ce résultat puisque je vais avoir une fonction de retour. Donc ce que je vais faire ici, je vais, comme j'ai fait un include de la SDL, je peux bénéficier des fonctions. Et la première fonction que je vais utiliser, c'est SDL init, dans laquelle j'ai passé un flag qui est SDL init vidéo, pour lui dire simplement que je vais m'intéresser à la partie graphique pour l'instant, je ne vais pas m'intéresser à la partie son. Alors voilà, donc alors si ça s'est bien passé, et bien ça veut dire que à ce moment-là, non, pardon, si le retour est différent de 0, ça veut dire que je me suis tapé une erreur. Et donc je vais quand même indiquer cette erreur. Donc je vais faire printf, pardon. Printf, si je fais printf, ça serait peut-être bien d'inclure quand même, malgré qu'à mon avis, il est déjà inclus, peut-être stdio.h. Et là, je vais simplement lui dire erreur d'initialisation de la SDL. Et on peut lui placer ici un petit string,
Bon, déjà on va faire un petit retour de ligne, un petit string, et dans ce string on va placer simplement SDL getError, fonction bien pratique qui me donne la dernière erreur qui a été effectuée. Et là je peux faire un return -1 par exemple, pour lui dire que ça va pas marcher. Okay. Donc on s'occupe plus du if, puisque le return évidemment sort directement de la fonction et renvoie la valeur -1. Donc ici si j'ai une valeur -1, pouf, je passe directement en destroy. Dans ce cas-ci ça sera pas très utile, mais enfin on verra que c'est quand même intéressant. Alors si j'ai réussi à créer cette fameuse fenêtre, je vais ici devoir créer, je ne vais pas créer une fenêtre, pardon, mais si j'ai réussi à initialiser mon module SDL, je vais devoir créer ma fenêtre. Alors cette fenêtre, c'est en réalité, je vais créer un pointeur sur une fenêtre, et ce pointeur, je vais le globaliser, c'est-à-dire je vais le mettre dans la section, je vais le déclarer dans la section globale, et je vais donc l'appeler, c'est un pointeur sur une window, je pense que c'est SDL Window si mes souvenirs sont corrects. Voilà. Et donc je vais simplement écrire ici SDL Window étoile P pour indiquer que c'est un pointeur Window égale nul. Je l'initialise à nul directement, j'espère qu'il ne m'embêtera pas. Et ça me permettra d'avancer un peu mieux. Donc ici je vais tester le résultat de ce fameux pointeur, donc en appelant la fonction SDL create window. Alors cette fonction SDL create window a plusieurs paramètres. Alors, le premier paramètre c'est un pointeur char qui contient en fait le nom de la fenêtre. Donc là moi j'ai appelé mon jeu CEP, donc certificat d'études primates. Voilà, très joli nom. Je vais certainement me faire des amis dans l'enseignement. Le deuxième paramètre, c'est simplement pour positionner, initialiser la position de la fenêtre. Il faut savoir qu'ici je vais travailler en fenêtré, c'est-à-dire je ne vais pas travailler en plein écran. Donc la SDL permet de travailler en plein écran ou de rendre l'application dans une fenêtre. Alors pourquoi je ne travaille pas en plein écran? Parce qu'en général le plein écran a la sale habitude de faire complètement perdre la boule au système d'exploitation quant à la résolution de la carte graphique. Alors que si vous vous retrouvez en 300-200 sur un écran de 1920 par 1200, je peux vous dire que ça ne le fait pas. Donc pour s'éviter ce genre de problème, ici on va simplement utiliser un mode dit fenêtré. Et donc là on va utiliser Window Pos Undefined parce que simplement on ne connaît pas la position de la fenêtre. Alors, encore une fois, si vous voulez connaître tous ces paramètres, il suffit d'aller sur le wiki de la SDL, et ce fameux wiki de la SDL va vous donner toute une série d'informations sur ce type de paramètres, si je puis dire. Hein, donc, si vous tapez la fonction ici SDL create window, je vais faire ça, on va voir ce que ça va nous donner. Et si je vais ici dans le wiki, voilà, que je le ramène là, et bien vous voyez que le create SDL apparaît bien. Et ici, je vais me retrouver avec une flopée de paramètres. Donc, j'ai bien le titre ici. Et j'ai un X qui peut être soit la position X, soit un certain nombre d'autres positionnements. Même chose pour la coordonnée Y. Hein, donc les X vont par là, les Y c'est la hauteur, enfin le top et le bottom. Les X c'est le left et le right. Et ici je vais pouvoir définir la largeur et la hauteur de la fenêtre. Alors bon, ici le flag 0 ou des window flags, il faut aller voir à quoi correspondent ces fameux window flags. Et donc ces window flags, on peut utiliser différents rendus de fenêtres, par exemple SDL window full screen. Là vous êtes en plein écran.
hein. Donc c'est pas le mode par défaut. Donc moi je vais plutôt ici utiliser un mode par défaut. Donc ne pas hésiter à utiliser quelque part tous ces flags, enfin cette SDL wiki. Quand vous avez un doute sur une fonction, ça donne énormément d'informations. Donc voilà, donc ici on a utilisé pour X une position indéfinie, on s'en fout. Et pour Y, on peut utiliser aussi une position indéfinie, on s'en fout. Pour la hauteur, je vais définir par exemple 320, 200 pour la hauteur, pas la hauteur, pardon, pour la largeur et 200 pour la hauteur. 320, 200, c'est des résolutions complètement ridicules, hein. Mais on va voir que ces jeux tournaient en 256 par 192, donc 320, 200, on est relativement à l'aise. Et là, je vais appeler simplement, je vais mettre le flag SDL window shown pour lui dire que, au final, je prends le rendu, la fenêtre par défaut. Je ne vais pas travailler en plein écran. Voilà, donc ça c'est une première approche. Alors évidemment, si P window est défini, donc que le pointeur a bien une valeur, eh bien il n'y a pas de problème, je vais pouvoir continuer mon travail. Sinon, même chose, hein, je vais faire un petit printf, erreur, lors de la création de la fenêtre. Alors, %s, voilà, tac, on va mettre le sdn get error pour savoir de quoi on parle. Voilà, ça c'est un premier point. Maintenant que la fenêtre est définie, je vais pouvoir, par exemple, créer d'autres éléments dans ma fenêtre. Donc ça c'est un petit peu l'idée du jeu ici, si je puis dire. Et ce que je vais devoir faire aussi, c'est évidemment int destroy qui va me permettre de détruire ma fenêtre. Donc ici j'ai alloué des ressources, j'ai fait un SDL init, j'ai créé une fenêtre, donc la création d'une fenêtre, j'ai utilisé une ressource dans le système d'exploitation. Donc la moindre des choses quand je sors, c'est de libérer quelque part ces ressources. Et pour libérer ces ressources, on va faire simplement sdn destroy window en lui passant le p window, donc le pointeur sur la fenêtre que je veux détruire. Et ensuite, je vais faire un sdn kit qui est l'opposé de sdl init. Alors vous remarquerez qu'en général, c'est dangereux de faire le contraire. C'est mieux de travailler avec une pile. C'est-à-dire si vous avez créé celui-là et puis celui-là, eh bien, c'est comme si vous dépiliez une pile d'assiettes, vous détruisez celui-là et puis celui-là. Parce que si vous détruisez celui-là, qui fout la SDL d'or, et qu'après vous essayez de détruire une fenêtre qui était attachée à ce machin-là, vous risquez de vous retrouver avec un truc orphelin, enfin ça risque vraiment de poser des problèmes. Donc ici, on détruit proprement en suivant l'ordre inverse de la construction. Ça, c'est un petit truc à retenir. Donc ici, si ça a marché, je vais simplement appeler une fonction qui s'appelle sdn-delay et je vais lui mettre par exemple 200. Et l'idée ici est de voir, tiens, est-ce que j'ai pu réaliser ma SDN. Alors ici, c'est un petit peu tricky parce que il va falloir que quelque part je compile tout ça, et ça c'est embêtant parce que pour compiler, en fait, il faut que j'aille chercher, si je fais un new, il faut que j'aille chercher les paramètres d'un fichier make. Donc ça j'en avais déjà parlé dans une des vidéos précédentes, dans le sens où on peut créer, enfin compiler un programme de différentes manières, soit en créant un script shell, ou soit en créant un fichier makefile qui va être automatiquement utilisé par la commande main.
La commande gcc, pardon. Il est tard pour moi, je crois que je commence un peu à avoir des problèmes de concentration, je dirais. Donc ici, ce qu'on va faire, on va simplement appeler CEP. Rien du tout, hein, puisqu'on s'en fout. Il est construit par main.c. Et pour ce faire, on va utiliser GCC, donc le compilateur, le GNU aussi compiler, dans lequel on va lui demander de compiler ce petit programme, et ici on va lui passer un certain nombre de flags. Donc le W, c'est pour dire qu'on prend c'est un flag qui est utilisé pour les warnings, et là je vais lui dire je prends tous les warnings. Ok. Alors ici, petite astuce, il faut savoir que comme on utilise la SDL, qui est une librairie un petit peu en dehors des librairies classiques du C, il va falloir lui indiquer où se trouvent les fichiers include de cette librairie. Donc on utilise c'est pas un opérateur, mais enfin le qualificateur I majuscule, et on va lui passer en fait le pass où se trouvent les fichiers de header, donc les fichiers, oui, je dis bien les fichiers header en fait, de la librairie SDL2. En l'occurrence ici il se trouve dans user include SDL2. Et en plus de ça, très embêtant, je vais devoir passer la librairie. Alors pour la librairie, c'est un petit peu plus compliqué. Donc quand on utilise le qualificateur L, il faut savoir qu'automatiquement il place donc il va déjà aller voir dans le pass, ça c'est le premier truc. Et en fait, il va placer automatiquement un lib, donc le préfixe lib, devant le nom que vous allez lui passer, et puis il va passer par exemple un autre paramètre pour la localiser. Par exemple, si c'est un fichier .o ou un fichier .so, etc., il va automatiquement faire ça pour vous. Donc ici, il suffit de lui passer SDL2 et il va se débrouiller pour trouver une lib SDL2. Quelque chose qui, quelque part, fait le travail. Hein. Donc cette librairie, elle est déjà dans le système. Il ne doit pas fondamentalement la recompiler. Et je vais mettre un autre qualificateur qui est l'output, de l'appeler CEP. Ça, c'est un fichier de construction, hein, c'est un fichier de build quelque part, et je vais le sauver. Et juste pour pas m'embêter, je vais l'appeler makefile. Makefile. Alors le fait de l'appeler makefile, évidemment, c'est très intéressant parce que ça me permet quelque part, qu'est-ce qu'il fait, de comment dire, ça me permet de lancer automatiquement, comment il s'appelait, CEP, la commande make. Donc ici j'ai bien ça, via makefile. Il m'a l'air correct. Et donc là si je fais make, un makefile missing operator, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi est-ce qu'il n'en veut pas? Aurais-je oublié quelque chose? Je comprends pas pourquoi il me dit que j'ai un missing operator. Et il me dit à la ligne 2. Étrange. Étrange. Pourquoi me dit-il ça? Donc GCC main, moins I. SDL2, ça m'a l'air correct. Moins L, SDL2. Moins O, ça m'a l'air correct aussi. Pourquoi il n'en veut pas? Voyons voir, je ne sais pas, je ne vois pas comme ça. Ouais, ça c'est les joyeusetés de la programmation en C. Donc ce que je peux faire, c'est reprendre. C'est tout bête, je vais simplement reprendre cette commande. Et on va regarder pourquoi il gueule. Simplement. Voilà. Donc si je reprends la commande que j'ai créée ici et que je fais un petit PS là, qu'est-ce qu'il dit? C'est bizarre ça. Donc là il gueule parce qu'il dit que normalement ma fonction main devrait ne pas être void mais int. Pas faux, et il dit que ma fonction create et ma fonction destroy sont des fonctions qui ont été définies mais qui n'ont pas de retour. Bon, par contre, je suis quand même très embêté avec cette histoire de makefile qui ne fonctionne pas. Enfin bon, on a vu ici qu'il a quand même compilé. Et donc il m'a bien créé un fichier CEP, et si je lance ceci,
qu'est-ce que ça me donne? Eh ben, ça donne pas grand chose. Hein. Alors, délai peut-être trop court, c'est bizarre. Ou on a peut-être simplement rien qui marche. C'est possible aussi. Par contre, j'ai pas reçu d'erreur, donc ça c'est un peu étonnant. Donc si je mets un délai de 2000 ici, pas sûr que ça va être... non, ça, évidemment il n'en veut pas. Ok. CEP. Je pense qu'il n'a même pas le temps d'entrer en fait dans... Ah oui, je sais pourquoi. Donc, bah oui, j'ai oublié de faire un return 1. Et le return 1 évidemment est important parce que si je fais pas de return 1, bah, évidemment il va pas très loin. Puisque donc voilà, donc si PO zut, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est pas ça, hein, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc ici on fait un return 1 pour dire voilà, ma window a été créée. Ici par contre je fais un return -1 pour lui dire attention mon gars, il y a eu une erreur. Voilà. On l'a vu s'afficher. Ouais, quelques secondes. Donc on va essayer de mettre un délai plus long. Parce que là visiblement il a fait un truc. Alors, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait un truc. Donc 200, ça serait 2 secondes. 200 millisecondes, c'est un peu rapide quand même. Donc même chose ici, on refait le taf et effectivement la fenêtre apparaît au mauvais endroit. Donc je vais mettre plutôt 10 secondes de délai. 10 secondes de délai. Bam. Bam, la voici. Et j'ai bien ma fenêtre qui apparaît ici, certificat d'études primates, et qui va disparaître après 10 secondes. Bon, alors ça c'est joli, c'est intéressant, mais ça fait pas vraiment le taf, comme dirait l'autre. Je vais juste faire un léger recheck de makefile. CEP main.cpp append, peut-être bêtement ça. Et là si je fais make, non, étrange. Bon, il faut que je check ce truc parce que je vois pas en quoi. On a recopié cette ligne, quoi. C'est ça que je trouve assez extraordinaire. Peut-être qu'il aime pas peut-être qu'il aime pas ça. Non, décidément, il n'aime rien. Bah, GCC, ça reste quand même correct, hein, normalement. Ouh, oui, ça c'est pas bon. C'est main.c, évidemment. Et pas main.cep. Et donc là, je peux mettre, bien sûr, le -o. Append, -o. Et l'appeler CEP, par exemple. Je ne sais pas si c'est obligatoire dans ce cas-là. Mais et maintenant, si je fais un make... Bon, toujours le même problème, c'est quand même dingue. Ça, je suis d'accord que c'était faux, mais ici... non, bon, donc je sais pas. Je dois avouer que je suis un petit peu perdu sur le coup. -wall, c'est correct. -i, ça me semble correct. Si on enlève celui-là, je sais pas ce que ça va donner. Ça, à mon avis, faire le même problème. Ouais, non, bon, je vais pas trop insister là-dessus. C'est pas le point. Je corrigerai pour la prochaine vidéo. Donc ça c'est fait. On va donc pouvoir passer à la suite du système. Donc on a vu comment utiliser la SDL. Et maintenant on va dire quelques mots sur la manière de réaliser ce type de jeu, c'est-à-dire dans un premier temps essayer d'étudier ce qu'on appelle la machine à état du jeu. Alors la machine à état, c'est en général ce qu'on utilise dans les automates. La plupart des systèmes mécanisés, automatisés, passent par des états, c'est-à-dire qu'ils ont des triggers, ils ont des déclencheurs qui leur permettent de passer d'un état à l'autre.
Et donc dans ce jeu, on va voir par rapport au jeu lui-même 3 états distincts, ou 3 écrans si vous voulez distincts. Un écran d'introduction dans lequel on va avoir un menu où on va choisir un niveau de difficulté, un écran de jeu proprement dit, et ensuite un écran de game over, ou un état game over. Et ici, ce qui se passe, c'est que on peut passer d'un état à l'autre dans des conditions très strictes. Donc il y a des déclencheurs qui font qu'on peut passer dans un état à l'autre. Alors bon, ici, évidemment, quand je démarre, je suis dans l'écran intro. Par contre, si j'appuie sur le bouton quitter, hop, je passe à l'état quitte. Je passe à l'état fini. Je sors de mon système. Si j'appuie sur une autre touche, je vais passer à l'état jeu. Dans le jeu, je vais jouer, je vais avoir toute une série de choses, on va voir comment on met ça en place. Et si à un moment donné, je demande à quitter le jeu, je vais sortir du jeu. Si je me fais tuer, si mes vies tombent à zéro, là, je vais passer, je vais avoir un autre déclencheur, qui est le déclencheur loose, j'ai perdu. Et donc là, je passe à l'état game over. Et évidemment, de l'état game over, je ne peux pas retourner à l'état jeu. Puisque on est après le jeu, c'est fini, je suis mort, mes vies sont tombées, je ne peux plus rejouer. Par contre, je peux repasser à l'état intro. Alors ça a l'air très bateau comme ça, mais c'est très intéressant de commencer déjà à modéliser ce genre d'état, parce qu'on va pouvoir quelque part modéliser ces états. On va pouvoir en tenir compte lorsqu'on va établir le jeu lui-même. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir ici dans une autre partie qui sera quelque part la boucle de jeu. Donc ici, on a vu la machine à état, on a commencé à initialiser un certain nombre de composants. On a vu la SDN, les composants de la SDN, la fenêtre. Maintenant, il va falloir initialiser aussi d'autres types de composants. Et on va voir qu'ici, par exemple, puisqu'on a un écran d'introduction dans lequel on aura un menu, et bien quelque part, le menu, c'est le texte. Alors, pour afficher du texte dans un mode dit graphique, on va voir que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et donc ce que je propose de faire ici, c'est déjà de modéliser, enfin de définir quelque part les statuts ou les états du jeu, et ensuite d'initialiser le module ou le composant qui permet de gérer les textes en fonction des polices, des couleurs, etc. qu'on va vouloir avoir. Donc on a vu que sur un terminal, on peut afficher du texte, mais on est quand même assez limité dans le choix des éléments. Je ne dis pas qu'on peut rien faire, mais c'est pas aussi straightforward qu'au niveau graphique. Donc passons directement à ça. Alors pour créer mon état, ce que je vais faire ici, je vais à nouveau créer une variable globale. Mais avant de créer ma variable globale, je vais peut-être utiliser un define, donc c'est le préprocesseur C qui va simplement remplacer une chaîne de caractères par une valeur, par une autre valeur, et je vais dire ici par exemple que CEP, pour mentionner c'est le jeu CEP intro, ou statut intro est égal à 1, on ne met pas égal mais on dit qu'il va être remplacé par 1, define CEP statut game, je vais mettre que c'est 2, et ici je vais faire pardon, il n'y a pas de point virgule, donc les fonctions du préprocesseur ne prennent pas de point virgule. Ça c'est une erreur classique de débutant. Statut game over. Trop longtemps que j'ai plus fait de C. Ça se perd, je ne pratique plus comme dirait Eusebius. Voilà, donc on a créé ceci. Maintenant, il va falloir créer, donc ici dans l'initialisation, il va falloir dire à ce système que je vais utiliser une police de caractère, et je vais utiliser pour ce faire une police dite TrueTypeFont, c'est-à-dire une police dont je peux régler, si vous voulez, la hauteur. C'est une police vectorielle, quoi. Ça vous permet d'écrire, de choisir la hauteur que vous voulez, contrairement par exemple aux polices de la console, où là vous êtes limité, je vais dire, dans la résolution, ou en tout cas dans ce que le terminal vous propose. Et donc on va tout de suite voir comment on peut faire ça. Donc la première chose, on va utiliser une fonction un peu particulière
là je vais devoir lui dire quelque part que je dois initialiser un module de la SDL qui est, bon, je ne vais pas le iffer comme ça, donc qui est ttf init. Alors si ttf init a été initialisé correctement, avec un peu de chance je pourrais retourner à -1. Sinon, même petit jeu que tout à l'heure, je vais lui dire qu'il y a une erreur dans l'initialisation. Bon, c'est pas très beau, hein, vous voyez que c'est assez la création de ttf init avec à nouveau ce fameux getError. Donc là j'initialise, pardon, c'est une fonction ttf init, donc il faut l'appeler. Alors deuxième problématique par rapport à ça, et ça c'est un peu casse-pied, c'est que en fait ttf init est contenu dans une autre bibliothèque qui est toujours contenue dans la SDL2 et qui est, je pense, SDLTTF, je ne sais plus par cœur. Oui, c'est SDLTTF, exact. SDLTTF. Alors, on est en Linux, donc évidemment, la casse a de l'importance. Donc là, je peux utiliser mon TTF init. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est définir une police. En gros, la police que je veux. Et pour définir cette police, je vais devoir utiliser une fonction qui s'appelle ttf-font, mais je vais devoir détailler, ou en tout cas décrire, le font que je vais utiliser. Donc je vais redéfinir une autre variable globale qui s'appelle ttf-font, et c'est un pointeur. Je vais lui dire qu'elle vaut rien du tout. Et ici par contre, si ttf init est passé, je vais dire que font est égal à, je pense, SDLTTF, ou c'est SDL, non c'est TTF OpenFont. Oh mon Dieu. Donc j'ai dit c'est font est égal à TTF OpenFont, et là je vais devoir lui passer un fichier de police TrueType, et je l'appelle par exemple FreeFont, donc j'ai été downloader ça, hein, ça se trouve sur ça va se trouver sur mon GitHub, donc il n'y a pas de problème, c'est des fontes gratuites. Ça s'appelle freemono.ttf. Donc ça c'est une fonte bien pratique qui nous permet de faire ça. Alors ici je peux dire que je peux utiliser une double affectation, hein, j'en avais parlé la première fois. Donc en gros je dis voilà, if le résultat de ce machin, donc là il a chargé la fonte, hein, donc il faut pas, c'est fait, ça a réussi ou ça a raté. Et donc je dis simplement que si font, je vais dire voilà, si il ne s'est pas chargé, c'est que ça a foiré. Et à ce moment-là, je vais devoir balancer une erreur et un return -1 et dire que c'est pas possible de charger la fonte. Voilà. Lors du chargement de la fonte. Alors ça c'est casse-pied parce que je vais devoir évidemment aller copier ces fontes pour voir si ça marche. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc souvenons-nous de la vidéo précédente. Donc on avait dit qu'il fallait initialiser les SDL. Bon, il y a le window à créer, mais on a parlé qu'il nous fallait attacher à cette window un renderer. Et donc ce renderer, quelque part, il va vous permettre de faire le rendu, il va vous permettre d'afficher une texture, et cette fameuse texture, quelque part, qui va remplir la fenêtre. Donc il y a une texture qui est associée directement au renderer, et cette texture est affichée par la fenêtre. On peut créer des textures indépendantes, mais les éléments de ces textures indépendantes seront visibles à l'écran uniquement quand ils seront copiés dans la texture du renderer, si je puis dire, qui est attaché à la window.
Okay, donc ça c'est un premier point. Donc le deuxième point ici, bah, il faut créer quelque part le fameux renderer. Alors, donc le renderer, bah, c'est un pointeur sur SDL renderer. Donc là, je vais le créer global hein, pour qu'il soit utilisable partout dans l'application. Donc je vais créer SDL renderer et attention, c'est un pointeur. Normalement, je devrais l'appeler prenderer, ça serait beaucoup plus propre. Égal nul, comme ceci. Et donc mon fameux prenderer ici va être égal à SDL create renderer. Alors il y a des paramètres, hein, on peut aller voir sur le wiki SDL. Moi ce que je mets en général ici, donc c'est pwindow, donc le pointeur sur la fenêtre, -1 parce que c'est -1, c'est un paramètre legacy, et je mets un flag qui est renderer accelerated pour bénéficier quelque part de la carte graphique. Alors si ce renderer est différent de nul, est égal à nul,